Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Mon milieu, mes services. La semaine dernière, nous avons discuté de la présentation du Club de philatélie et numismatique de la Gaspésie et des Îles, ainsi que des réalisations et de la réflexion qui guident son développement. Cette semaine, dans le cadre de cette dernière partie, nous allons discuter des ambitions qui motivent le club ainsi que des projets futurs. Le club étant jeune, il y a des ambitions qui vous motivent? Des ambitions. La première, c'est d'essayer d'assurer à l'ensemble de notre région un support au niveau de la philatélie et de la numismatique pour les amener vers la fédération. Dans le sens de leur donner à l'intérieur de leur organisme une sorte de solidité et de reconnaissance. Et en plus de ça, de fédérer, si on veut, l'ensemble de la région à travers ces deux activités-là. Peut-être un point additionnel, on parle d'ambition ici, des ambitions du club, c'est de mieux connaître notre histoire postale. Oui. Et ça se fait à travers, depuis que le premier timbre canadien a été émis, on parle de 1851. Nous, on a eu l'occasion de se frotter à des experts, puis qui nous ont informé que le premier bureau de poste en Gaspésie serait dans la région de Maria. Puis on parle de 1856 à peu près. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a un maître de poste qui aurait effectivement procédé. Le premier timbre canadien là, a été émis en 1851. Alors les premiers mouvements avec Poste Canada de l'époque, ça aurait été ça. Donc, je trouve ça passionnant. En parallèle avec ça, j'ai eu l'occasion de consulter des documents au musée de la Gaspésie qui m'ont permis de mettre la main sur des échanges documentaires de Charles Robin puis de la femme de Charles Robin avec les îles Jersey qui sont au large de l'Europe. Là. Alors, c'est les premiers documents qui voyageaient par bateau jusqu'à Miramichi. Dans un premier temps, de l'Europe à Miramichi, puis de Miramichi par voie de coureur de bois, j'imagine, jusqu'à Place Pébière. Alors, en fait, ça nous fait prendre conscience de l'histoire postale. Et l'histoire postale, c'est très, très vaste. Alors, c'est une façon pour nous, avec des ambitions comme ça du club, c'est une façon de mieux nous connaître, puis de reculer en arrière dans l'histoire. Alors, c'est une chose. Mais un de nos buts, je pense, c'est d'arriver à intéresser diverses clientèles, les personnes âgées, les jeunes du secondaire ou les adultes aussi, pour stimuler chez eux le plaisir de collectionner, puis de découvrir, de voyager, puis de découvrir le monde. C'est ça. Vous disiez tout à l'heure là, qu'on ne peut pas demander à des gens de Saint-Anne-des-Monts de venir à une réunion par ici. Là. Oui. Donc, j'imagine que vous voudriez aussi pouvoir vous étendre avec des, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, comme pas des succursales, là, mais des chapitres. Des chapitres, oui, c'est ça. C'est, à mon avis, la meilleure des combinaisons entre une structure forte et représentative, parce que je pense que la fédération a besoin de ça elle-même pour se représenter face à d'autres entités à la fois nationales, canadiennes et internationales, parce qu'il y a l'Union postale universelle aussi qui fédère l'ensemble des pays au niveau de leurs services postaux. Donc, c'est une construction du petit vers le grand, dans un sens, en disant que si nous sommes forts au niveau de la représentativité de la Gaspésie, et je dois vous dire que lorsqu'on a mis en place le club et qu'on a demandé notre adhésion à la fédération, ils étaient des plus heureux de nous accueillir compte tenu de la géographie que nous représentions et du potentiel, parce que Jean-Pierre en a parlé, mais ce qui est sous-tendu par les différents services postaux, c'est les humains. Dans le sens que les humains avaient besoin de communiquer. Ils avaient besoin de savoir que leur communication écrite allait être livrée
Et c'est pour ça que le pays est, si on veut, l'ordonnateur principal dans ça, c'est la référence. Il n'y a pas de service privé de poste à ce moment-là, dans la mesure où ça prenait une seule autorité pour s'assurer que l'ensemble des transactions pouvaient se faire, c'est-à-dire la livraison du courrier. C'est bien qu'on a un fonds documentaire où on a le répertoire de l'ensemble des bureaux de poste avec les dates d'ouverture et de fermeture quand ils ont été fermés, mais aussi les familles qui ont occupé ces postes ces offices postaux-là à travers la Gaspésie. On a tout le pourtour de la Gaspésie et des îles avec ça. Il y a eu une recherche documentaire qui a été faite. Donc, on voudrait travailler avec le musée de la Gaspésie. Et déjà, on a commencé à travailler avec le musée acadien de Bonaventure de ce côté-là, parce qu'il y a eu une très, très belle exposition qui a été faite au 1er juillet dernier avec un collectionneur qui a mis en évidence toute l'histoire de l'Acadie à travers la philatélie, et donc Bernard Landry était présent à ce moment-là, et on a encore des photos on a pu prendre des photos et marquer son intérêt pour toute l'histoire de l'Acadie à travers la philatélie. Il y a énormément de choses. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que la philatélie ne fait que reproduire les échanges humains. Et c'est pour ça que les lettres, autant quand vous avez une lettre affranchie, il faut bien regarder qui a écrit puis vers où ça s'en allait, cette histoire-là. À Gaspé, par exemple, il y a eu 11 consulats. Et c'est évident que de ce point de l'Amérique qui a pu émettre des lettres un peu partout au Brésil, aux États-Unis, en Italie, c'est sûr qu'il y a toute une documentation qui est à aller chercher pour mieux connaître, nous, notre vie à l'intérieur des différentes étapes de notre évolution. La philatélie est celle-là. La monnaie est un petit peu plus fixe, si on veut, dans les différentes parutions. Par contre, maintenant, il y a des monnaies commémoratives à chaque année. Et ça, ici, j'en ai une à chaque année, par exemple. Ça, c'est l'émission 2000, si on peut la voir. C'est ce qui est thématique pour l'année avec les différentes pièces de facture numismatique, c'est-à-dire c'est une frappe un peu spéciale, de plus haute qualité. Mais ça représente encore l'histoire de notre pays à travers les âges. Ça a commencé il y a une quarantaine d'années, cette histoire de parution des jeux de monnaie. Donc, on est capable de suivre l'ensemble des thématiques qui ont présidé à chaque année. Quand c'était la guerre 1812, bien, c'est sûr qu'il y a eu une série de pièces démises sur la guerre 1812. Pas en 1812, mais en 2012. Vous voyez, ils ont fait 200 ans là-dessus. Donc, c'est tout ça qui est la vie de ce qu'on collectionne. Je vous donne un autre exemple. Le fameux jugement ou le fameux procès de Mandela et de ses collaborateurs lors de l'ensemble du mouvement anti-apartheid. L'Afrique du Sud a émis des timbres sur chacun des 11 ou 12 collaborateurs qui ont été jugés. Donc, ils en ont fait une espèce de synthèse historique sur ce procès-là, qu'on appelle le procès de Rivonia. Okay. Ça, c'est exceptionnel. Le Canada aussi fait ce type de documents-là qui deviennent des résumés historiques. On émet aussi des timbres spéciaux à l'occasion de certains anniversaires, comme celui-là, c'est encore sur Mandela. C'est parce que j'ai été faire un voyage en Afrique du Sud, donc je me suis payé la traite au niveau de la philatélie là-bas. Okay. Chose qu'on n'aurait pas pu avoir ici normalement, sinon que d'être abonné au service des postes du pays qu'on collectionne. Mais ça fait partie, si on veut, de la richesse de ce qu'on peut découvrir avec chaque parution de timbre. Il y a toujours une histoire. Notamment du côté canadien, vous avez l'émission annuelle des timbres. Chaque année, le Canada émet un petit livret de très haute qualité graphique avec l'histoire du timbre, le nombre de timbres qui a été émis, son auteur, son graveur, le procédé d'impression, et il nous renseigne sur pourquoi ce timbre-là est commémoratif, si on veut, d'un événement à l'intérieur de l'année. qu'on vient de vivre. Donc, c'est tout ça qui est un bagage, mais
je ne voudrais pas faire peur aux gens en disant commençons simplement par des thèmes qu'on trouve jolis. Un peu comme quand on va marcher sur la plage. Nos touristes, ils arrivent et ils ne savent pas distinguer l'agate d'un autre roche ou d'un onyx. C'est exactement la même chose. C'est avec une certaine passion, une certaine information qu'on arrive à distinguer tout ça et en trouver les perles ou du moins les beaux spécimens. Alors, ça fait partie, si on veut, de ce qui nous motive, c'est d'élargir la plateforme de service et aussi d'aller rejoindre, si on veut, les gens qui sont un peu passionnés de ce... D'abord, ça ne prend pas beaucoup d'espace. C'est pas comme collectionner les voitures hein? Ou les motos. On peut collectionner les plus grosses choses, tandis que là, ça se classe assez bien. Donc, ça fait partie, si on veut, de la motivation qui nous anime, c'est d'offrir quelque chose à l'ensemble de notre population dans notre région et de les connecter à l'extérieur de notre région, parce que j'aimerais bien, moi, que des collectionneurs... je ne sais pas moi, de Maria ou d'ailleurs, puissent communiquer avec les gens de Port-Cartier ou les gens de Montréal. Et ça, c'est possible à travers les clubs. Ils peuvent le faire individuellement, mais c'est beaucoup plus facile de club à club, parce qu'on fait des introductions, on travaille avec des autorités d'un autre club, donc on est capable de faire les liens beaucoup plus facilement. Et ne pas faire ce que nous, ça nous a pris de faire, c'est-à-dire communiquer avec la fédération pour savoir qu'on restait porte à porte. Cap de Sport, Chandler, on était un à côté de l'autre, puis on ne se connaissait pas à travers cette passion-là qui est la philatélie. Donc, ils nous ont rapprochés. On veut faire exactement la même chose avec les autres, quoi. Et éventuellement, pouvoir présenter une belle grande exposition là-dessus. Ouais, Jean-Pierre, tu veux... Il y a une genre d'exposition annuelle, là, comme vous mentionnez. Ouais. En effet. Ça nous permet de se rassembler. Ça nous permet de faire une activité annuelle où les gens peuvent venir voir, par exemple, les travaux de certains philatélistes, de certains numismates, qui portent sur des thématiques particulières. Comme par exemple, Michel a donné des exemples, mais si quelqu'un s'intéresse à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'est pas très très loin d'ici, ou bien aux timbres qui ont été émis avant leur approche là, dans la Confédération canadienne, c'est-à-dire l'île de Terre-Neuve, publiaient eux-mêmes leur thème et aussi leur monnaie. C'est la même chose pour l'île du Prince-Édouard et Nouveau-Brunswick, ce qui fait que ça devient des thématiques. Il y a des gens qui se spécialisent dans ce genre de choses-là, puis ils vont collectionner des trucs bien spécifiques et des réunions annuelles comme ça, c'est l'occasion de les présenter. Parce que les gens arrivent, puis les gens voient qu'il y en a qui sont très spécialisés. Un, par exemple, qui collectionne les timbres émis par le gouvernement canadien, mais à l'occasion de la chasse au canard à chaque année. Donc, celui qui achète un permis reçoit un timbre et le timbre en question fait partie des espèces menacées. Puis l'argent qui est généré par l'achat de ce timbre-là sert également à la protection de l'environnement et de la faune. Alors voilà, c'est ça. Ça nous donne l'opportunité de se rencontrer, d'échanger. Il y a des gens qui veulent apprendre, puis rencontrer des membres, consulter les documents officiels, les catalogues, nous permet de connaître la valeur de notre collection, mais aussi d'échanger avec d'autres personnes. Puis d'attirer l'attention de l'ensemble de la planète, d'une certaine façon, parce que plus on ne sait jamais maintenant avec les médias sociaux jusqu'où on peut aller, en termes de pénétration de marché ou en termes de sensibilité. Si bien que on attire l'attention sur la Gaspésie et les îles, notre communauté, comme étant dynamique. Ils viennent nous voir. Et ça, pour moi, ça devient, et je pense que pour le club, on essaie de plus travailler dans ce sens-là, d'être représentatif d'un milieu dynamique, d'un milieu ouvert, d'un milieu exceptionnellement beau. Et au-delà d'une exposition annuelle ou biannuelle, parce que c'est énormément de travail à organiser, on peut avoir le support de la Fédération et même de plus large que la Fédération québécoise si on décide de s'y investir. Mais il y aurait des activités, à mon avis, qui pourraient être beaucoup plus promotionnelles et plus limitées. J'ai eu l'occasion justement d'aller
Bon, on parle d'un passeport québécois, OK, mais ce n'est qu'une série de photos mettant en évidence les informations les plus sommaires, si on veut, sur le Québec. Mais à l'extérieur, il y en a un sur Cape Town, il y en a un autre sur Hout Bay, qui est une république en Afrique du Sud, mais qui n'est pas connue de personne. Mais on peut voir que, je m'en viens dans la caméra, là, ce type de document-là pourrait être promotionnel. Mais l'idée qu'on pourrait poursuivre, c'est que pour chacun des endroits qui seraient touristiques, ils auraient une vignette, un timbre, à apposer dans le passeport gaspésien, par exemple. Et ça, bon, ben le club pourrait être l'ordonnateur, si on veut, de la configuration de cette organisation-là avec les différents organismes touristiques, de promotion touristique. Ça devient des instruments qui vont voyager, à savoir, moi j'ai voyagé beaucoup dans ma vie, j'ai toujours eu des timbres. Avant ça, pour les visas, on mettait des timbres fiscaux sur les visas. OK, on mettait le visa dans la page du passeport et ça fait partie des collections aussi. OK? Les timbres fiscaux ordinaires, avant ça, quand ils enregistraient un contrat, les notaires et tout ça, ils étaient obligés de payer, d'acheter un timbre qu'ils apposaient sur la transaction. Plusieurs font ces collections-là. Il y a des catalogues sur ça. OK? Donc, tout peut être collectionné dans ce mode si on veut, de représentation d'une transaction. Parce qu'essentiellement, un timbre, c'est de payer avant la livraison. Donc, c'est l'expéditeur qui paie au moment de l'expédition le service qui sera rendu. Dans le code fiscal, c'est de le payer après, dans le sens où on va payer l'enregistrement du document. Mais toujours une fonction d'officialisation. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est comme on dit, c'est notre histoire qui s'écrit par petits bouts de papier, tout le temps. Alors, notre volonté, nos ambitions, c'est d'aller vers le fond muséal, si c'est possible, de travailler avec nos gens qui font de la muséologie. C'est aussi de travailler avec nos MRC pour développer ça, donc élargir le service, et aussi de connecter avec plus large que seraient des expositions plus, mettons, régionales ou même nationales qui viendraient ici. Quelle est la limite? J'ai aucune idée de ce que ça peut donner à terme. Si les gens veulent bien s'y investir, je pense qu'on a ici un potentiel incroyable par l'histoire qu'on a vécue et par notre géographie qui était celle très, très linéaire de routes postales et de liens entre les communautés. C'est incroyable, cette histoire-là de philatélie et de numismatique à travers notre région. On a un potentiel immense. Si les gens voudraient entrer en contact avec vous, comment ils peuvent se rendre? Ben, en fait, on a une adresse courriel pour l'instant, donc c'est cpngym@gmail.com, je pense. Je vérifie, parce que je ne l'utilise pas souvent moi-même. C'est ça, cpn.gim@gmail.com. OK? Le numéro de téléphone, c'est toujours nos numéros personnels. Jean-Pierre et moi, pour les premiers contacts, après, parce qu'on n'a pas de ligne, on n'est pas en mesure de se payer une ligne téléphonique indépendante. De toute façon, on est très peu souvent au local. Donc, en ce qui me concerne, c'est le 88 782 51 92. Et Jean-Pierre, c'est 88, veux-tu le donner, oui? Oui, 689-5955. Voilà. Aussi, pour nous rejoindre, nous avons des réunions mensuelles au deuxième lundi du mois à 6h30 au 151 route 132. C'est l'ancien bâtiment de la municipalité de Pas-Beaumille. C'est localisé au deuxième étage. Alors, les gens sont bienvenus, peuvent se présenter donc pour le prochain, le 12 décembre, à 6h30 au deuxième étage du 151, route 132 à Pas-Beaumille. Alors, ça sera l'occasion de se rencontrer pour les gens qui ont des questions, qui veulent parler. En passant, c'est pas compliqué, hein? Vous avez besoin d'une pince comme celle-là pour manipuler vos timbres, qui, eux, sont localisés dans des classeurs, comme ça ici.
Alors, on utilise la pince, puis on se trouve à déplacer les timbres. Alors ça, c'est un classeur. Vous n'avez pas besoin de grand-chose pour entreprendre une collection. Ici, maintenant, on a un album. Dans ce cas-ci, c'est le pays qu'on appelle la Papouasie et la Nouvelle-Guinée, qui est localisé dans le Pacifique Sud. Alors, il y a une belle petite pochette ici en plastique, dans laquelle on peut insérer le timbre. Et voilà, on peut ajouter les informations à l'endos qu'on désire. Ça, c'est un exemple, mais il y a aussi les albums du Canada. Il y en a des États-Unis, dépendant des choix de chacun. Vous avez besoin aussi de ce qu'on appelle un odontomètre. C'est un appareil qui nous permet de trouver la perforation de chacun des timbres. C'est-à-dire qu'il y a différentes émissions de timbres, puis ces émissions-là correspondent à des perforations particulières, bien souvent. Alors ça, c'est un outil qui nous permet de connaître la dentelure, si vous voulez, ou le type de perforation de chacun des timbres. Reste, comme élément de base, une loupe qui permet de voir les détails sur les timbres. Voilà. Et bien sûr, un catalogue. Ouais. Michel a donné l'exemple tout à l'heure d'un catalogue, qui est, dans ce cas-ci, le catalogue des timbres canadiens, pour trouver les timbres du début jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça résume le matériel que vous avez besoin pour entreprendre une collection de timbres ou de poursuivre celle qui dort dans votre caveau ou bien au fond dans un vieux sous-sol. Mais faites attention à l'humidité parce que si vous avez des timbres neufs, ils vont se coller de façon irrémédiable et ça, c'est très difficile à récupérer. J'ajouterais dans les équipements, si tu me permets, Jean-Pierre, l'ultraviolet, parce qu'il faut lire les barres phosphorescentes pour certaines émissions, et aussi une capacité de distinguer ce qu'on appelle les watermarks, qui sont les filigranes du papier. Parce qu'il y a eu plusieurs, mettons, un timbre a été émis de plusieurs façons avec différents papiers, comme la monnaie ou comme autre chose de ce type-là. On retrouve à imprimer pas imprimé, mais pressé sur le papier des formes ou des configurations, des figures qui distinguent une émission par rapport à l'autre. Okay? Donc, mais ça, ce n'est peut-être pas disponible pour chacun des collectionneurs, mais à terme, on met tout en commun dans notre club. Donc, éventuellement, à la hauteur des moyens dont on dispose, on aura ce type d'équipement-là au bénéfice de l'ensemble de nos membres. Donc, c'est intéressant en termes technologiques aussi, parce que ça évolue avec toutes les impressions. Au début, on gravait les timbres ou on les écrivait pratiquement à la main. Et maintenant, c'est des lithogravures exceptionnelles. Les timbres de France, notamment sur les reproductions de peinture, c'est un travail de très, très haute précision à l'impression comme à la conception. Donc, on a affaire à des œuvres d'art assez souvent de ce côté-là. D'ailleurs, si jamais vous trouvez justement des œuvres d'art dans votre sous-sol ou que vous êtes intéressé par la philatélie et la numismatique, que vous désirez en savoir davantage, je vous invite à contacter M. Michel Fréchette ou M. Jean-Pierre Noël ou encore de vous présenter au local du club. Merci et bonne soirée. Merci à vous. Merci.